Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Dans vos jeunes années, Disney a fait de vous une idole des enfants. Vous êtes de retour avec un dessin animé des plus belles intentions. Rendre hommage à Jenny, votre père, qui s'est battu envers et parfois contre tous. Bonjour, Douchka Esposito. Bonjour Jacques, quel plaisir de se revoir. Oui, depuis tant d'années, après tout ce que vous avez fait et qu'on va évoquer dans les clés d'une vie, puisque le parcours de notre invité, c'est le principe des clés d'une vie à travers des dates clés. Bon, on parlera tout à l'heure de cet album Au fond du cœur, qui est un hommage très émouvant et très réussi à votre père, Jenny Esposito. Mais on va revenir à vos débuts. Et j'ai trouvé une première date, c'est le 26 août 1982. Ce sont vos débuts à l'écran dans un film qui s'appelle Une saison de paix à Paris, un film de Predrag Golubovic. Ah oui, dites-moi, vous êtes bien renseigné, Jacques. C'est la première fois qu'on évoque ce souvenir en interview. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance de flirter à mon plus jeune âge, puisque j'avais, je ne sais pas quel âge j'avais, mais je devais avoir 15-16 ans, ou peut-être moins d'ailleurs, avec des castings de cinéma comme ça. Et puis j'ai eu la révélation du chant et ça a vraiment orienté ma vie à partir de ce moment-là. Mais ce film, c'était un cinéaste yougoslave qui arrivait à Paris, qui tombait amoureux d'une jeune sculptrice française, et vous avez été sélectionné, et ce film a remporté un prix spécial au Festival de Moscou. Vous aviez un tout petit rôle dans ce film. Tout à fait, et j'avais ma maman qui jouait également un rôle plus important que le mien, mais c'était une première expérience cinématographique qui m'a bien plu. Bon, si ce n'est que j'ai eu cette révélation du chant qui a complètement changé le cours du dessin, peut-être. On va continuer sur ce film en écoutant justement la voix de votre mère, Pascale Petit. J'étais une jeune fille romantique, je vivais plus chez mes parents, mais j'adorais mes parents. Enfin. Je l'ai reçu dans les clés d'une vie pour la sortie de son livre, et c'est vrai que dans ce film, il y a deux pères et fils et mère et fille. Il y a Daniel Gélin et Maria Schneider, et vous avec votre mère Pascale Petit. Tout à fait. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce film avec elle, par hasard? Par hasard, elle m'a dit tu veux faire un petit rôle, une participation. Voilà, j'ai dit oui avec plaisir. Ça m'a fait faire un joli voyage. J'étais adolescente, c'était plaisant. Et puis c'est vrai que l'univers du cinéma, on arrive dans un film comme on arriverait dans une famille, puisque les liens se tissent très très vite. Et il faut que tout soit connecté très rapidement. Donc on est un peu en immersion comme ça d'entrée de jeu, même si je n'ai fait qu'une participation. Oui, et d'ailleurs vous avez failli faire un autre film. Vous avez failli jouer Tess dans le film de Roman Polanski. Oui. Tout à fait, parce que en fait, j'étais pressentie pour le personnage de Tess. Alors évidemment, ça aurait été extraordinaire pour moi. Et entre-temps, il a rencontré Nastasia Kinski, et je pense que elle était tellement fabuleuse dans Tess. Je ne sais pas si j'aurais été à la hauteur du personnage. Je pense que j'avais le profil aussi, mais franchement, Nastasia, pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs de cinéma. Tess, magnifique. Et Tess a été tourné en France alors qu'il devait être tourné en Angleterre, parce que c'est le moment où Polanski a eu beaucoup d'ennuis à cause de ces histoires de viol qui l'ont poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et alors, quand on évoque ce souvenir, on fait souvent cette parenthèse en disant tu l'as échappé belle. Bon, je sais pas. Bref. En plus, Tess était née parce que sa femme, Sharon Stett, lui avait suggéré ce scénario avant sa mort. Et c'est comme ça que c'était né. Je ne savais pas, mais c'est très très belle histoire, très malheureuse, mais très belle. Alors, il se trouve aussi que votre premier article, je crois, de Esposito, c'est dans Hola Magazine. On vous présente comme une future star du cinéma et de la chanson. Ça me fait plaisir parce que on parle toujours de mes débuts avec le mannequinat chez Elite et puis mes années Disney, mais c'est la première fois qu'on évoque ces souvenirs qui sont pour moi des jolis souvenirs qui auraient été prometteurs, on va dire, dans le monde du cinéma. Enfin, peut-être. On peut pas réécrire sa propre histoire, mais c'est vrai que, alors, ça n'arrive jamais qu'on vous donne la une d'un magazine alors que vous n'avez rien fait encore ou pratiquement rien, puisque peut-être j'avais déjà tourné dans ce fameux film Une saison de paix à Paris, mais pas sûr. Je crois que je n'avais encore rien fait. J'avais 12 ans. Oui, mais Hola était un magazine espagnol, une sorte de people avant la lettre. Comment vous vous êtes retrouvé là-dedans? Parce qu'en fait, ils sont tombés, je crois, sur un reportage que j'avais fait avec ma maman dans un jour de France,
où il y avait aussi le fils de Tino Rossi, Laurent Rossi. Laurent Rossi, oui. Et nous étions partis. Alors bon, c'est vrai que la presse people, classe de l'époque, et puis encore aujourd'hui, est très férue d'histoires de famille, et surtout, bon, quand il y a comme ça une filiation artistique. Donc j'étais partie avec maman faire ce reportage, et puis photo. Et puis de là, avec Luc Fournol, je me souviens. C'était le photographe à officiel de Jour de l'époque où France, ils étaient place en bas des Champs-Élysées, Oui. place Franklin Roosevelt, là. C'était vraiment toute une époque. Hein. C'était la fin des années 70, je crois. Oui. Il y avait un grand salon où les photos se faisaient chez Marcel Dassault qui vérifiait à chaque fois la photographie. Oui, oui, et c'était des très belles photos. Et je pense que c'est consécutivement à cette parution que Ola a contacté ma maman via peut-être son agent, et que du coup on a fait cette série de photos ensemble, et qu'ils ont peut-être pensé que j'allais suivre le destin de ma mère, très probablement, ce que je n'ai pas fait, mais voilà. Non, vous avez fait d'autres choses. Mais alors, au départ, vos jeunes années, ce n'est pas toujours avec votre mère, c'est même pas souvent avec votre mère, mais plutôt avec votre tante, Douchka Esposito. Oui. Ah, comme c'est agréable d'être interviewé par quelqu'un qui fait un vrai travail de fond. Ça fait tellement plaisir. Alors, oui, tout à fait. Francesca Cabo Esposito, de nom de jeune fille, qui est donc la sœur de mon père, qui était la sœur de mon père, Gianni Esposito, et qui était mariée avec Pierre Cabot, qui était le président de Pathé Cinéma. Et je vivais chez elle, un petit peu par la force des choses, puisque mes parents se sont séparés alors que je n'avais que 3 ans. Et du coup, comme mon père voyageait beaucoup et ma maman aussi, j'ai passé ces années-là, entre 3 ans et 10 ans, date du décès de mon papa, chez ma tante qui avait une immense propriété vers Ménil-le-Roi, et qui est une très très belle maison. Et en même temps, il y avait des nounous qui vous permettaient, Douchka Esposito, d'apprendre les langues étrangères. Oui, c'est vrai. L'espagnol, con Consuelo Maceres Pons, qui était une femme formidable, qui n'avait pas pu avoir d'enfants, et qui du coup nous avait adoptés, ma sœur et moi, Michaela et moi, et c'était une femme extraordinaire, et elle nous chantait des berceuses en espagnol tous les soirs. Elle nous parlait en espagnol, même quand elle s'énervait. Caramba! Yo te pegaré. Et vous avez appris l'espagnol. Comme ça, oui. Et alors, le mannequinat ensuite est arrivé grâce à Jean-Louis David, qui était un coiffeur célèbre, qui avait débuté en faisant, je crois, les coiffures de Kim Novak, et qui vous a repéré pour le mannequinat. Ah oui, c'était incroyable, parce que ça s'est fait vraiment comme ça. Et puis, maman, c'est vrai qui est une grande esthète, parce qu'au-delà d'être comédienne, elle fait des études artistiques de dessin, etc. Donc, elle a toujours un œil très, très perfectionniste en termes de couleurs, etc. Et alors, elle trouvait que j'étais devenue trop châtain à son goût, et elle m'avait décolorée. J'étais blond comme les blés. Et c'est vrai que du coup, on me regardait. Enfin, c'est vrai, quand on est blond clair, c'est tout de suite une lumière autour du visage. Et Jean-Louis s'est arrêté sur moi, et il m'a dit, mais il a dit à maman, j'avais 12 ans quand même, hein, ta fille pourrait être mannequin. Sauf que moi, je faisais 1m70. Or, les mannequins de l'époque, c'était 1m76. C'était pas du tout la mode des Laetitia Casta, des mannequins un petit peu. Enfin voilà, aujourd'hui c'est plus commun de voir des mannequins de 1m70, enfin bref. Et donc lui, il avait en projet de faire une campagne avec Vogue Beauté pour sélectionner une Miss Junior. Donc bon, il m'a dit, est-ce que tu serais partante? Alors moi, j'étais enchantée. Maman, je veux faire des photos. Et bon, maman, elle était un peu mi-figue, mi-raisin, parce qu'elle était contente d'un côté, mais de l'autre côté, 12 ans, 13 ans, c'est quand même jeune. Hein, donc pour être exposée aux yeux des photographes et tout ça. Mais là, comme c'était un ami... Jean-Louis David, elle a accepté. Donc, j'ai eu cette chance. Au-dessus de son salon, là, avenue Pierre Charon, il avait un magnifique appartement avec un aquarium qui faisait une taille impressionnante de poissons d'eau de mer. Et on a fait mes toutes premières photos comme ça. Donc, il m'a mis un joli nœud dans les cheveux et des photos noir et blanc.
Et Vogue Vogue Beauté a vu le magazine et ils m'ont adoptée. Voilà. Vous êtes devenue Miss Vogue Junior. Oui. Alors ensuite, c'est comme ça que vous avez été repérée, Doushka Esposito, pour l'agence Elite, qui était une grande agence de mannequinat. Son créateur, qui s'appelait John Casablanca, avait été travaillé chez Coca-Cola, avait une femme qui était Miss Danemark. Il a dit, et c'est comme ça qu'il a dit, il faut trouver des jolies filles et les imposer. Et vous êtes rentré dans cette agence qui était très célèbre. Un département de Elite, qui était l'agence. Et en revanche, moi, je n'étais pas assez grande pour faire des défilés à l'époque. Donc, c'était vraiment la condition, c'était de faire 1m75 minimum. Et alors, je faisais j'ai fait pas mal de reportages photos, oui, et des catalogues en Allemagne et tout ça. Et ça m'amusait beaucoup parce que je quittais l'école pour partir en voyage. C'était pas mal aux Bahamas, par exemple, avec Francis Giacobetti, qui était un grand photographe. Ah bah, immense photographe, oui. Et voilà. Et bon, c'était quand même un peu osé. C'était exceptionnel, en fait, comme contrat, parce que moi, je pensais vraiment pas être sélectionnée. D'ailleurs, j'ai failli ne pas aller au casting en disant à ma casting directeur, mais je serais jamais prise. Il y avait toutes les plus belles nanas de Paris qui défilaient. Et des filles, mais impressionnantes, quoi, avec des grands yeux verts, turquoise, enfin des avions de chasse, comme on dit. Et donc, bon, moi, j'avais pas la prétention d'être aussi jolie que ces filles-là. Et en fait, par contre, en revanche, j'étais très sportive parce que j'ai fait beaucoup d'athlétisme en tant que jeune fille et même enfant, et des compétitions et tout ça. Et donc, j'avais des jambes hyper musclées. Et j'avais gardé un Polaroid comme ça dans mon book. J'y suis allée, j'ai failli retirer le Polaroid. Je dis bon, je le laisse. C'était la seule photo où on voyait mes jambes. Et j'ai été sélectionnée grâce à mes jambes. Voilà. Ça, c'était votre première carrière. Après, il y a eu d'autres choses et on va évoquer une autre date importante dans votre vie, le 1er janvier 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Doushka Esposito. Merci. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Doushka Esposito. Nous parlerons tout à l'heure de Au fond du cœur, un album où vous rendez hommage à votre père, Gianni Esposito. On revient à votre carrière. Le début de votre carrière, ça a été le cinéma et la mode. Et puis le 1er janvier 1984, vous êtes au Théâtre de l'Empire chez Jacques Martin pour chanter cette chanson dans l'émission Entrée les artistes. Alors ça a été un événement. C'était votre première télé officielle chez Jacques Martin. Alors Jacques Martin est lyonnais et Humbert Ribach, votre producteur, Mémé, est lyonnais aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était un point commun, peut-être porte-bonheur, certainement, pour en tout cas cette aventure qui commençait sur les chapeaux de roue. Et j'avais 2 partenaires quand même qui m'ouvraient en grand la porte, puisque Mickey et Donald, eh bien, on les présente plus et ils étaient déjà en piste depuis de longues années. Donc vous êtes devenue, et ça a été un événement, l'ambassadrice de Disney, alors que vous étiez toute jeune, Doushka Esposito. Oui, je sortais du lycée, je venais juste d'avoir mon bac, et puis voilà, ça s'est vraiment fait comme ça. J'avais le profil selon l'entourage de mon producteur, pour être choisie comme égérie. Moi, je me destinais à toute autre chose. Je voulais être chanteuse lyrique. Oui, parce que vous aviez pris des cours de chansons lyriques. Oui, tout à fait, puisque mon grand-père était chef d'orchestre. Et ça a été un peu une révélation. Quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai rencontré la prof qui était une ancienne cantatrice, la prof de chant de Gianni et mon père, Gianni Esposito. Et du coup, j'ai eu cette révélation du chant. Voilà, j'ai vocalisé pendant le cours. Ça sortait tout seul, quoi. Alors, ça a été de ce jour-là, en fait, j'ai su que je voulais devenir chanteuse. Mais en fait... Donc, les études de chant classique, c'est le conservatoire et tout ça. Et comme Humbert était dans l'entourage familial, puisque c'était l'homme de la vie de ma maman, Pascal Petit, et moi, je voulais surtout pas travailler avec lui. Et lui ne voulait surtout pas travailler avec moi, parce qu'il disait, mais non, ta fille, c'est une mannequin, elle est trop ceci, elle est trop cela, elle est trop lyrique. Il s'occupait de Sheila, de Karen Cheryl et de beaucoup Voilà, d'autres, moi, j'étais chanteuse lyrique, c'était pas du tout son monde, et puis, je me destinais à autre chose, puis j'avais été mannequin, donc j'avais rien pour lui. J'étais too much for lui.
Alors, il disait, mais non, moi je veux une chanteuse populaire, adoptée par entre guillemets, le français moyen, enfin, sans manquer de respect au français moyen, parce que je pense que d'être un chanteur populaire et de faire une grande carrière, c'est pas donné à tous les chanteurs. On est d'accord. Voilà, donc voilà. Et puis, ma mère, elle avait son idée derrière la tête, et puis elle n'aimait pas trop, faut bien reconnaître, le chant lyrique, tout ça. Elle trouvait que j'étais moderne, j'avais un physique moderne et que j'étais une fille moderne. C'est vrai que j'étais aussi fan dans mes jeunes années de Sheila. Je connaissais tout par cœur. Quand je revoyais ma mère en week-end, je sortais tous les cahiers où j'avais recopié tous les articles à la main. Sheila. Et puis après, ça a été Barbara Streisand et puis France Gall, évidemment. Et tout ça, donc j'étais quand même une jeune fille moderne, donc elle comprenait pas pourquoi j'avais cet amour pour le chant classique. Et puis j'avais quand même cet instinct de chercher la lumière, qu'on a en soi, et surtout quand on est dans une famille d'artistes, on a toujours vu des photographes, des projecteurs, bien que j'ai quand même été protégée par mes parents, mais quand même, on est familiarisé avec. J'ai toujours pensé que j'allais être connue. Voilà. Donc finalement, vous vous retrouvez à chanter Mickey. C'est arrivé en fait, oui. Donc, maman dit, mais qu'est-ce que tu risques à lui faire passer le casting? Et moi, j'avais quand même envie de découvrir cet univers de studio. Et puis, je chantais beaucoup, comme je te dis, du Barbara Streisand, du France Gall, tout ça. Donc, j'étais quand même entre plusieurs univers. Et je me suis essayée à l'exercice. Et ça a collé, mais... ça a collé tout de suite, quoi. Alors, j'ai passé le casting avec une chanson de Ricche e Poveri, parce qu'il savait pas trop s'il allait m'orienter vers les Italiens ou vers le Disney et tout ça. Donc, une chanson de Ricche e Poveri. Et puis, une chanson de Karen Cheryl. Je crois que c'était Chéri Chéri. Et puis, Allons danser avec Mickey, qui avait été un carton pour Chantal Goya, puisque dans les années qui m'ont précédé, qui ont précédé la sortie de Mickey, Donald et moi, Walt Disney cherchait avec Dorothée, avec Henri Salvador, qui a été un des précurseurs, Annie Cordy, je crois aussi, qui a chanté du Disney. Bon, enfin, il y a eu plusieurs artistes, mais personne n'a voulu endosser le contrat, entre guillemets, d'exclusivité avec Walt Disney. Et surtout pas Jean-Jacques Debout, oui. qui a un talent phénoménal et qui est un génie pour moi de la chanson française, et qui avait plein d'idées, plein d'inspirations, et qui voulait pas coller peut-être ou s'enfermer dans un univers exclusivement. Et Humbert Ibach, qui était en perte de vitesse à l'époque avec Isabelle Morizet, qui était à l'époque Karen Cheryl, oui. Puisque elle avait d'autres objectifs de vie. Eh bien, n'avait plus d'artistes leaders. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. C'est les opportunités de la vie qui ont fait que je suis devenue égérie de Disney. Alors, on a raconté une belle histoire. Il fallait surtout pas dire que j'étais la fille de mes parents. Oui. Parce que il fallait justement que le public m'adopte pour mes qualités et pas parce que j'étais fille d'eux, quoi. Et vous avez vendu, c'était très intelligent, oui, je pense. 10 millions de disques vendus quand même en quelques années. Oui, c'est vrai. J'ai eu cette chance parce que Humbert Ibach a quand même fait les choses avec les meilleurs. Avec des Pierre Delanoë, avec des Jean-Pierre Bourter, avec des Claude Lemel, oui. Qui m'a écrit 3-4 tubes, dont Taram, Balou. Alors, Balou était une adaptation, Élémentaire, mon cher Balou, oui. De There's Something Wrong in Paradise, de Kid Creole and the Coconuts. Et puis, Mickey, Donald et moi, c'était aussi une adaptation. Et puis, bon, voilà, c'est une belle histoire. Et Mickey, Donald et moi, c'est une histoire aussi qui est venue comme ça. Parce que Humbert, donc ça s'est fait très très vite. Donc quand ils m'ont vu en studio de danse, l'équipe de Walt Disney, Armand Bigle ou son fils Dominique, ils sont venus me voir en studio de danse. Je dansais à l'époque avec Georges Lady, qui était l'élève d'Amadeo, et vraiment c'était sérieux comme travail. Les disques Ibach me faisaient travailler énormément. Je prenais 3 cours de chant avec Daniel Licari par semaine, qui était une professeure fantastique. Qui a aussi doublé Catherine Deneuve dans Les Parapluies de Cherbourg et qui a chanté le concerto de Saint-Preux. Oui.
Et c'est une merveille Oui. de femme et de voix et de professeur. Donc j'ai eu cette chance de travailler avec elle. Et puis la danse aussi. Et quand ils sont venus me voir en studio, ils étaient à fond, quoi. Ils ont dit c'est elle qu'on... Parce qu'il y avait plusieurs jeunes filles en compétition et c'est moi qui ai été choisie, voilà. Et il y a eu un événement, c'est que le frère de Walt Disney, Roy Disney, est venu vous remettre un trophée, je crois, un jour, Doushka Esposito. Oui, alors ça c'était l'année d'après, avec le premier album d'or. Et c'était Roy Disney. Alors, c'était vraiment la copie de Walt. C'était extraordinaire. Il avait ses moustaches, ses hommes des années 50, grand américain, la classe, quoi. Il est venu chez Lasser, il m'a remis mon disque d'or. On avait fait une jolie parution, d'ailleurs, je crois, dans François, le Figaro, je ne sais plus, je crois que c'était François. Je crois que c'était François. Et Roy Disney, il faut savoir, a travaillé avec son frère, a débuté avec lui et l'a sauvé parce qu'au départ, Walt Disney avait créé un personnage, Oswald le lapin. On lui a détourné, on lui a volé. Et celui qui a sauvé la maison Disney, c'est Roy Disney en aidant son frère. Et il a aussi beaucoup œuvré pour la création du parc Disneyland à la mort de son frère. Oui, ben, c'est vrai que souvent la clé du succès et la clé d'une vie, c'est de savoir s'entourer. Et puis, vous avez quand même chanté à l'Élysée devant François Mitterrand. Oui, c'est vrai aussi, avec Christine Gouzerenal. Oui. C'est incroyable, hein, quand on voit Mitterrand en face de Basile et tout ça. C'est quand même, j'ai une photo très insolite. D'ailleurs, on voit le chef d'État en face de Basile, détective privé. Oui, car il y avait tous les personnages qui étaient avec vous à chaque fois. C'est ça, c'est ça, ça a été la magie. En fait, moi, j'ai eu la chance, si tu veux, Jacques, d'être entourée. Le parc n'existait pas. Moi, j'ai posé la première pierre au parc de Marne-la-Vallée. Mais quand je suis sortie, moi, il n'y avait pas de parc. Donc, c'était la première fois et ça, c'était une idée de mon producteur, et c'était une très bonne idée de faire danser sur des rythmes un peu modernes, Mickey et Donald. Ça ne se faisait pas à l'époque. l'époque. Ça se faisait pas. Même Dorothée et Chantal ne l'avaient pas fait. Enfin, j'étais la première à le faire pour Walt Disney. Donc, je suis devenue un petit peu la Judy Garland française à l'époque, la grande sœur de Mickey. Et, enfin, voilà. Donc, sur scène, j'avais tous les personnages. En plus, donc, quand j'allais partout en province, on partait avec des vannes, avec tous les personnages. C'était extraordinaire. Et ça a été un moment fabuleux de votre vie? Ah, complètement, complètement. Alors, à un moment donné, évidemment, comme toutes les jeunes artistes, et puis comme tous les artistes tout court, on a envie d'évoluer, on a envie d'amener. On n'est pas, si on est dans le train-train, on fait pas ce métier, hein, on n'est pas fonctionnaire, on veut pas se répéter à l'infini. Donc, j'ai voulu évoluer, certainement un peu trop vite. Pour mon producteur, qui trouvait que ça marchait très bien et qu'il fallait surtout pas casser la mécanique du succès. Et moi, je voulais évoluer. Et bon, lui était assuré. Il me dit, on a le temps. Sauf que quand on est jeune, le temps, on n'a pas du tout le même rapport au temps qu'en grandissant. Et vous avez évolué, et on va évoquer une autre date de votre carrière qui est importante, le 2 mai 2012. A tout de suite sur Sud Radio avec Doushka Esposito. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Doushka Esposito. On a parlé de vos débuts comme mannequin et puis surtout la période Disney qui a été un moment fabuleux avec Mickey, Donald et moi. En fait, comment elle est née cette chanson ? Elle est née comme ça, elle est tombée du ciel, on va dire. Oui, c'est une histoire un peu comme ça, étonnante. Humbert, donc on était dans l'urgence de sortir ce premier 45 tours. Et donc, un jour, il se trouve mon producteur, donc se trouve dans les bureaux de Armand Bigle, qui était donc le président de Disney France et Europe, qui ressemblait aussi à Walt quelque part. Donc c'était vraiment les hommes d'une certaine génération. Et qu'il avait rencontré, il avait des parts dans l'entreprise Walt Disney, qu'après il a revendu. Je pense qu'il a dû regretter, mais bon. Et donc, je fais une petite parenthèse. Mais donc Humbert se trouvant dans les bureaux, on lui dit, alors Mémé, qu'est-ce que tu vas... Parce qu'on le surnommait Mémé dans le métier, c'est Sheila qui l'avait surnommé comme ça. Et donc... prends pas froid, tout ça, nani nana. Bon, j'arrête pas de faire des parenthèses. Hein. J'ai Vénus et Mercure en Gémeaux, donc parfois ça fait des petites sorties de route, mais ça va, je suis focus. Donc sur la chanson Disney. Et donc, il dit alors, Doushka, t'as le titre, alors vous l'enregistrez demain. Il n'avait pas du tout le titre. Et il se tourne comme ça, il voit sur le mur d'en face, il voit Mickey Donald, et il fait, écoute, 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Donc, fallait trouver la chanson dans la nuit qui correspondait à ce qu'il avait dit.
Et du coup, ils sont tombés sur Uno más uno, dos enamorados de Luis Miguel, qui avait été un carton énorme en Amérique latine. Et c'est devenu 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Voilà. Et le 2 mai 2012, vous changez totalement de genre avec cette émission. Tous les ans, la justice française rend plus de 400 000 jugements en correctionnel. L'audience est ouverte. Le jour où tout a basculé, où vous faites un épisode et vous avez une fille qui a quelques problèmes et vous la sauvez dans cet épisode, qui était une émission de télévision tout à fait nouvelle, puisque c'était une avocate qui présentait un scénario inspiré de faits réels, le moment où la vie a eu basculé, et vous êtes Marlène et Jade, votre fille, a un problème à régler. Vous en souvenez ? Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est des tournages qui se font très très vite, hein, le jour où tout a basculé. J'avais passé un casting, je me souviens, qui n'avait rien à voir avec la série et le rôle que j'ai joué, où je jouais le rôle d'une femme trompée, qui est dans une scène presque en pleurs, etc. Et bon, 2 jours après, on m'a dit, bon, ok pour le casting, mais alors tu vas pas jouer du tout un rôle comme ça. C'était Annie Philippe qui n'est plus là, mais qui était une grande casting director. Et voilà, et j'ai joué le rôle de cette mère. C'était très plaisant. J'adore jouer la comédie. D'ailleurs, c'est quelque chose, pour moi, c'est un métier, voilà, multifacette, en fait. Exactement. Donc, le jour où vous avez décidé justement que Disney c'était fini, que Mickey c'était fini, votre vie a basculé. Et ça n'a pas toujours été facile, parce qu'il fallait sortir de ça, Doushka Esposito. Oui, et puis je me suis pas facilité la tâche. Alors autant je suis la plus heureuse du monde d'avoir 3 enfants et même d'avoir 2 petits-enfants aujourd'hui, mais autant à l'époque, mener sa carrière et vivre sa vie de maman. En plus, je me suis séparée du papa de mes enfants, donc j'étais toute seule en galère. Je voulais plus renouer avec mes années Disney, ni les chansons pour enfants, parce que je voulais me trouver comme artiste, comme auteur. C'est à cette période que j'ai commencé à écrire de la poésie et des chansons. Et puis voilà, donc c'était compliqué parce que je voulais me démarquer, parce que on a envie d'évoluer, on a envie de passer à autre chose. Mais sortir d'une image aussi importante, c'était pas évident. Non, c'est même impossible, je dirais, en France pratiquement. Hein. On est vraiment, à part si je fais quelque chose de plus important. Que mon métier, il faudrait un impact aussi important que celui que j'ai eu, un peu comme Marc Lavoine quand il a tourné avec Marc Esposito. Bon, le succès a été aussi important que ses chansons, que Les Yeux Revolver. Donc, du coup, il a vraiment une carrière avec 2 entités différentes et 2 univers différents. Et vous êtes revenu à la chanson en 1996 avec ce titre. Laissez-moi rester moi-même. Car là, on n'est pas très éloigné non plus de ce que vous avez fait. Si simplement Sissi. C'était Sissi avec un Y, impératrice, et ça a été le générique des Minicums pendant des années. Tout à fait. Comment c'est né, ça ? Ah ouais, c'était une jolie aventure. Donc j'ai quand même fait une petite parenthèse pour les enfants à cette période de ma vie, parce que c'était vraiment un joli projet discographique avec des musiques composées par Noam Caniel, oui, qui avait triomphé dans Goldorak au début. Tout à fait, et qui est vraiment un compositeur de talent. Et Alain Garcia au texte. C'était vraiment un joli album. Et donc voilà, donc j'ai accepté d'enregistrer Sissi, et c'était chouette. Mais c'est vraiment à cette période-là, d'ailleurs, j'ai refusé certaines comédies musicales pour enfants, donc Oui Oui par exemple. Voilà, à refaire, j'aurais accepté, hein, parce que je pense qu'on peut. Mais quand on est jeune, on est assez tranché dans ce qu'on pense, dans ce qu'on vit. Avec les années, on est plus nuancé, on est plus souple, bizarrement, même si on perd en souplesse physiquement, mais on est plus souple moralement et sentimentalement, je pense. Oui, et ça se passait, je crois, dans un cirque, le cirque Zaniuka, qui était le lieu où se passait l'histoire de Sissi impératrice. Je ne savais pas, non. Si, parce que l'histoire que j'ai vue des extraits à la télévision, il y a ce cirque qui est réquisitionné pour jouer devant Elena, qui est la mère de Sissi impératrice.
D'accord. Je ne me souvenais même pas de cette... Il faut venir dans ton émission pour découvrir plein de choses de sa vie, ça c'est superbe. Oui, de toute façon c'était un joli générique et surtout un joli dessin animé. Et on trouve toujours l'album sur Spotify et Deezer et toutes les plateformes de téléchargement. Et Noam a eu d'autres succès, dont Vamos a la Playa, qui a été un succès mondial ensuite. Oui. Oui, tout à fait. Et puis alors la chanson, ça a continué quand même avec un genre très différent, avec celle-ci. Daydream, chanson très connue que vous avez enregistrée. Voilà. Ouais, 1969. Oui, alors ça c'est une idée de Didier Barbelivien, avec qui je travaillais à l'époque. On explorait un peu des voix pour moi, justement, des nouveaux titres. Il a eu cette idée et j'ai sorti le single sous le nom de Bogie parce que je voulais pas que les radios disent « Ah, c'est Douchka, on met à la poubelle. Oui. » Alors... pas parce que parce que je sais pas chanter, parce que je suis étiquetée entre guillemets marketée chanteuse pour enfants. Donc j'avais eu l'idée de le sortir sous le nom de Bogie chez EMI et on a été quand même 10e des slow grooves à l'époque. Voilà. Et ça a été un succès parce qu'à l'époque vous cherchez, vous ouvrez même votre voix à la poésie et il y a un recueil qui s'appelle, je crois, L'Alchimie d'aimer, qui sort, qui est votre premier recueil de poésie. Et là non plus, on s'y attend pas, Douchka Esposito. Moi non plus, je m'y attendais pas en vérité, parce que c'est arrivé par une aventure tout à fait insolite, on va dire. J'étais toute seule et je venais de me séparer du papa de mes enfants. Je voulais plus renouer avec mon ex-producteur qui me faisait un petit peu des avances professionnelles pour que je reparte avec lui, mais je voulais plus retourner dans le même système justement pour avoir une liberté artistique, de gérer un peu mes choix. Surtout en tant que chanteuse. Alors ça m'embêtait pas au niveau télévision, présentation, etc. Mais comme il savait pas travailler autrement, donc on a été un petit peu dans une impasse, un peu beaucoup même. Et donc nos voix se sont séparées définitivement à ce moment-là. Et donc j'étais toute seule, j'avais plus rien, ni carnet d'adresse. J'avais travaillé pendant 7 ans avec Fabien Lecoeuvre, qui était mon attaché de presse. Je n'avais plus rien, plus aucun contact. Bon, j'étais restée copine avec Fabien, évidemment, mais voilà, j'étais hors circuit, on va dire, et avec mes 3 petits, toute seule. Et là, j'avais tout perdu, hein, même sur un plan matériel, j'avais plus rien. C'était compliqué. Et là, je me dis, un jour, je me mets au piano, et puis je déchiffre la chanson de Lalanne, Du Passage. Et puis on m'avait donné un jour, mon ex-mari qui était producteur, il était en relation avec lui, et puis j'avais récupéré son numéro de téléphone, il savait pas que c'était moi au téléphone. Et puis j'ai dit, je garde ce numéro, un jour, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette intuition. Et puis Lalanne correspondait quelque part pour moi à l'artiste pop, la Maison du Bonheur, avec ce parfum poétique dans les textes, qui m'évoquait peut-être un peu mon enfance et mon père. Et donc, c'est pour ça que j'avais gardé son numéro en me disant peut-être un jour je vais rencontrer cet artiste. Et puis, je me décide ce jour-là à l'appeler, alors que rien ne prédisposait cet appel au départ, si ce n'est que je déchiffrais cette chanson au piano. Et puis tout d'un coup, je sens comme l'âme de mon père. Alors, est-ce que c'est subjectif ? Est-ce qu'il était vraiment là ? Et je lui dis, papa, qu'est-ce que je fais ? Je me lance, je fais un saut dans le vide. J'avais plus rien. Hein. Et j'avais 3 petits qui occupaient 3 sections de maternelle. Hein. La petite, la moyenne et la grande. Hein. J'avais fait fort quand même, hein, dans l'inconscience. Et parce que faire des enfants seuls quand on est une artiste, c'est quand même kamikaze, hein, et tête brûlée même. Ouais. Hein. On voit que j'ai eu une enfance dorée, donc quelqu'un qui aurait souffert n'aurait jamais fait ça, évidemment. Hein. Donc voilà, et là, je sens comme un coup de pied dans mon ventre qui me dit « Vas-y, fonce !» Et donc j'appelle, et je tombe sur Francis, qui répond, pour ainsi dire, jamais au téléphone, comme tous les créateurs, ils passent pas leur vie au téléphone, et il me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Il ne voyait pas ex-égérie de Disney, tout ça, j'étais bien loin de son monde à lui. Hein. Et là, je me présente, je dis « Vous savez, je suis la fille de Gianni Esposito. » Et là, j'entends un grand silence. Parce qu'évidemment, les silences sont souvent
très éloquent. Et il me dit de venir le voir. Et il se produit avec une pièce, celle de avec Jean Piat, qu'il jouait avec Jean Piat, L'Affrontement, où il avait un rôle de jeune séminariste et il était dans son rôle avec ses cuissardes, bien dans son personnage. Et puis on sort, on va prendre un verre, il me dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Voilà, j'aimerais bien... vous êtes la fille de Gianni, donc ça me touche énormément, parce qu'il me dit « Votre père, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a accepté de me voir, faisait partie des 10 êtres, des 10 artistes pour qui je voue une admiration sans borne et à qui je pense presque tous les jours. » Alors ça m'a énormément touchée. Et là, j'ai pas pu parler. Je suis arrivée toute maquillée, tout ça. J'étais blonde à l'époque. J'ai tout le maquillage qui coule. C'était comme une poupée de cire qui fondait comme ça devant lui. Il me dit mais alors il était désolé de me voir comme ça. Il me dit mais vous êtes comme dans l'œuf, mais je sais pas, je vais revenir vers vous, mais je peux pas vous dire quand. Je dis ok, formidable, et je pars. Et puis les mois passent, pas de coup de téléphone de Francis. Et puis un jour le téléphone sonne, c'était lui. Et il me dit écoutez, il faut qu'on se voit. Je dis ah bon, et oui, on me parle tous les jours de votre père. Il y a quelque chose. C'est comme un signe, donc on a quelque chose à faire ensemble. Et là, c'était comme l'étoile, comme ça, qui brillait au fond de la nuit. Et ça m'a tellement touchée, en fait, que pendant 10 jours, j'ai écrit 10 poèmes en écriture automatique. C'est sorti d'un coup d'un seul, quelque chose qui remontait à mon enfance, qui me reliait à mon père. Ou est-ce que c'est mon père qui était là à ce moment-là ? Voilà. Donc, je suis arrivée au rendez-vous et j'avais ces 10 poèmes. Et je lui ai dit, écoutez, lisez ça, Francis, je ne sais pas, je vous ai amené ça, je ne sais pas ce que ça vaut. Et lui, il a une licence de lettres, il est poète, au-delà d'avoir la carrière qu'il a. Et tout ça, donc, il dit, ah, mais vous avez une plume. Je lui dis, vous allez écrire. J'ai trouvé l'idée pour vous, vous allez écrire. Je lui dis, non, mais ça va là-haut, je vais écrire, mais j'ai écrit un poème ou 2, mais... Vous allez écrire un recueil de poésie. J'ai dit non mais Francis, c'est impossible. Il m'a dit rendez-vous dans 3 mois. J'ai dit mais comment je fais ? J'écris 10 poèmes comme ça m'est tombé du ciel, je ne peux pas. Et alors il me dit c'est simple, vous mettez devant une feuille blanche, vous allumez des bougies, vous mettez de la musique, faites ce que vous voulez, vous mettez dans l'ambiance, vous allez voir ça va venir. Je l'ai écouté, effectivement, c'était tellement une échappée belle, quelque chose que j'ai rêvé. Parce qu'à l'époque de Disney, en fait, je voulais co-signer mes chansons et tout ça. Et puis il y avait tellement de gens dessus qu'on me laissait pas. Donc voilà. Et donc du coup, pour moi, c'était comme un... Alors il me disait d'ailleurs, je vais vous accoucher artistiquement. J'ai dit, vous y allez un peu fort quand même, c'est un peu cru. En tout cas, ces poèmes ont marché. Et puis aujourd'hui, justement, Gianni Esposito, vous en parlez beaucoup avec cet album qui est sorti le 14 juin 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Douchka Esposito. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Douchka Esposito, mon invité. On a évoqué tous vos parcours, notamment Disney, qui a été important dans votre vie. Et le 14 juin 2024, est sorti un album au fond du cœur. Ça fait 50 ans que votre père, Gianni Esposito, est parti et vous avez décidé de lui rendre hommage. Et oui, c'était un long parcours. Entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu des chansons pop et tout ça qui sont pas encore... que j'ai travaillé depuis des années et que je n'ai pas encore mis en ligne. Parce que, en fait, j'ai vécu mon aventure un peu dans l'intimité de mon évolution personnelle, on va dire. Donc, parce que sortir pour sortir, non, ça m'intéressait pas. Et puis, ce moment fort, ça a été la rencontre avec la chanson de mon père, les retrouvailles, on va dire, avec la chanson Le Clown. Les Clowns, au départ, qui était sorti en 1958, quand, en 2009... je me suis mise au piano avec un artiste qui m'a incité à reprendre les chansons de mon papa, que j'avais déjà remises en lumière par, on va dire, le CD, l'anthologie qui était sortie chez Rime Musique à l'époque. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres anthologies de Gianni Esposito. Et puis, c'est un artiste qui a toujours son public. Exactement. Et Les Clowns, justement, c'est une chanson que vous avez reprise qui est le classique de Gianni Esposito. Et on va en écouter un extrait. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt.
S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt sur un petit violon. Oui, pour chanson que beaucoup de gens connaissent sans savoir que Gianni Esposito l'a écrite. Et je sais que Raymond DeVos l'a reprise parce qu'il avait un projet de film avec Gianni Esposito. Tout à fait. Raymond DeVos était un grand ami. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps puisque papa est décédé le 1er janvier 1974. Et il a fait ce sketch merveilleux, Le Petit Violon, qui est une extrapolation de la chanson et plein de poésie, évidemment, et d'humour et de grâce. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas connu Gianni Esposito, il faut savoir qu'il a été acteur au départ dans les films de Buñuel, de Renoir, et qu'il a un jour débuté dans la chanson au temps du cabaret où Barbara et Serge Lama débutaient à l'Écluse et à la Rose Rouge. Tout à fait. Il a côtoyé les plus grands, Pierre Richard, le mime Marceau, Barbara, Brel. Et son répertoire était étrange. Dès le début, il ne correspondait pas aux normes de la chanson habituelle. On va dire que Gianni, son œuvre, et c'est pour ça que ce disque, au fond du cœur, au fond des âges, c'est vraiment toute mon enfance et tout ce dont je me souviens de mon père, qui était entre la réalité du terrone napolitain et cet hyper-réalisme poétique et le côté mystique et de l'artiste qu'il était. Donc il était dans cette sensibilité. Quand il a composé Deux Colombes, qui a d'ailleurs été interprété aussi par Dalida, magnifiquement bien, qui figure aussi dans mon album, c'était un être à part, qui rentrait pas dans les... D'ailleurs, dans une interview de Jacques Chancel, Radioscopie, il dit à un moment donné, ce que j'ai mis en exergue comme ça sur le clip de Gianni, qui se trouve sur YouTube, qu'on peut retrouver sur la chanson que j'ai composée pour lui. Il dit, à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, déjà à l'époque, on est séparés du tout. Donc il était dans cette philosophie un peu, alors on peut dire hindouiste à l'époque, attiré par l'ésotérisme, mais en même temps il était proche de la culture française, napolitaine, enfin italienne. Il avait fait ses études, les beaux-arts à Rome. Donc il était dans ce tout proche on va dire, d'une philosophie à la Léonard de Vinci, comme quoi l'univers, l'art, le nombre d'or de la vie. Enfin, il était dans cette quête d'harmonie, de perfection. Il apprenait le sanskrit. C'était un disciple de la vie. Voilà. Et alors, vous rendez hommage à Gianni Esposito, votre père, à travers des chansons qu'il a composées, mais vous en signez une aussi, et celle-là, vous venez d'en parler, c'est Gianni. Il avait des yeux tendres, dorés d'Orient. Merci. Des Marius au clown triste d'antan. Il chante sa vie d'artiste, du vieux sage à l'enfant. Il était ses rimes. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, le nom de Gianni Esposito est connu, qu'une génération le connaît, et votre but, c'est la transmission de Gianni Esposito. Oui, parce que comme il est décédé très jeune, il n'a pas eu le temps de faire vivre ses chansons. Il est mort en 74, je crois. C'est ça, il est mort à 44 ans. Donc, en fait, quand j'ai retrouvé la chanson Le Clown, je voulais pas y toucher parce que pour moi, c'était le clown de mon enfance, c'était intouchable. Et en fait, j'ai senti presque la voix de mon père et toutes les résonances, puisque j'étais souvent, quand il venait, entre deux spectacles, nous voir. On chantait avec lui à côté du piano, au fond du cœur, au fond des âges, même à celui qui meurt, le rossignol mime. Toutes ces chansons, Paris le désert, toutes ces chansons finalement que les gens ne connaissent pas de lui et qui sont hyper modernes. Il a travaillé avec des grands arrangeurs comme Jean Musique qui nous a quittés récemment, malheureusement, qui était un grand compositeur et arrangeur de musique de film aussi. Et voilà. J'ai en moi, en fait, c'est une façon de garder mon père en vie, en fait. Oui, et puis de transmettre au public. Voilà. Oui, car c'était un poète aussi un peu méconnu, parce qu'il est mort trop jeune, mais il a fait des chansons dignes des plus grandes poésies. Alors, c'est un peu prétentieux de dire qu'on a hérité d'un papa aussi talentueux, mais c'est vrai que,
la plupart des gens qui tombent des personnes qui découvrent l'œuvre de Gianni trouvent que quand même c'est un artiste exceptionnel. C'est vrai qu'il travaillait énormément. Il mettait des années pour sortir un poème, il le sculptait. C'était un sculpteur et c'était le premier métier qu'il a voulu faire, la sculpture. Il sculptait ses poèmes. D'ailleurs, vous avez assuré la relève à votre manière, puisqu'il y a un recueil qui est sorti au Lys Bleu, Vita Poetica, car vous avez continué, après Francis Lalanne, à écrire des poèmes. Oui, il me l'avait dit, tu verras, tu ne finiras jamais d'écrire. Et c'est vrai. C'est vrai, à chaque fois que j'ai eu un état d'âme, et ça m'a sauvé de beaucoup de choses, alors évidemment dans tous les sentiments extrêmes, ça pousse à l'écriture. Après, on a la réflexion d'une vie aussi, parfois on écrit des pensées, comme on dit. Hein. Et ce recueil, c'est 27 ans de ma vie, des émotions de ma vie, toutes les aventures de ma vie, en fait, j'ai eu cette chance d'avoir une vie d'aventurière. Voilà. Alors, j'ai pas une grande réussite, on va dire, en termes professionnels, comme j'aurais pu avoir après mes années Disney. Mais en revanche, j'ai capitalisé, enfin, j'ai cette chance, je pense, d'avoir capitalisé énormément d'émotions et d'avoir pu écrire quelque part... par cette aventure existentielle, tous ces poèmes dont aujourd'hui je suis fière parce que ce ne sont que des moments de vie. Et voilà, donc c'est vraiment mon bébé. Vita Poetica au Lys Bleu. Alors, il se trouve aussi l'émotion, elle est présente dans cet album, parce que votre père et votre mère sont connus au Festival de Moscou. Ils se sont mariés pendant que Pascal Petit tournait un film, et puis ils se sont quittés au bout de 3 ans. Et dans cet album, à votre façon, vous les réconciliez à travers une chanson. Vous désirez ma main? Soit, je vous l'abandonne. Mais prenez-vous d'amour pour l'esprit qui l'anime. Montrez d'avance un cœur douillet et magnanime. Et pardonnez au temps qui jamais ne pardonne. C'est votre mère, Pascal Petit, qui est dans cet album de Douska Esposito. Tout à fait. Tout à fait. Et au départ, elle me dit « Mais non, ma chérie, j'avais fini l'album. » Je n'avais pas encore les poèmes que j'ai enregistrés avec Roland Romani, mes poèmes que j'ai écrits pour mon père, Indivisible et plus haut que les étoiles. Mais il y avait ces 14 chansons choisies de Gianni qui sont dans l'album. Et là, j'ai dit, mais il manque quelque chose. Il manque la réconciliation de Pascal et de Gianni, parce qu'ils ne se parlaient plus quand Gianni est mort. Et pour moi, ça a été un peu, alors je dirais, le plus gros chagrin de mon enfance, parce que ils étaient déjà séparés, donc c'était déjà pas évident. Et quand maman venait me chercher, voilà, ils ne se parlaient pas. Et ça, c'était très dur pour moi, et je comprenais pas. Et pourquoi mon père voulait plus parler à ma mère. Enfin bref, c'est une histoire très personnelle. Mais du coup, je pensais que c'était une jolie idée que de les réconcilier sur cet album. Et la réponse en mariage, voilà, vous désirez ma main, soit je vous l'abandonne, mais prenez-vous d'amour pour l'esprit qui l'anime, montrez d'avance un cœur douillette et magnanime, et pardonnez au temps qui jamais ne pardonne. Mais là, le temps leur aura pardonné. Alors, il parlait peu, effectivement, même d'ailleurs, lorsque vous étiez ensemble, il parlait peu, Gianni Esposito, Douska, mais en même temps, il vous a appris le langage des oiseaux. Oui, que j'ai découvert, c'est vrai, j'ai découvert sur le tard dans ma vie le langage des oiseaux. Les sons qui se ressemblent, les sons qui évoquent par le subconscient d'autres mots. Et la langue des oiseaux, quelque part, c'est la langue du cœur, parce que c'est la vibration du mot et la résonance. Donc, c'est la musicalité qui est au-delà de l'écriture. Et la poésie, c'est quelque chose de très rare aujourd'hui, finalement, Douska. Dans ce monde, Cocteau disait, c'est un cercle fermé où on ne reçoit très peu de monde. Il arrive parfois qu'on n'y reçoive personne en poésie. Eh oui, mais bon... On choisit pas d'être poète, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui se travaille comme tout le reste, comme le chant, mais c'est en soi. Bon, moi, j'ai eu peut-être cette chance d'avoir eu cette hérédité par la poésie de mon papa, et je l'ai en moi. Et puis,
ça se transmet, mais la poésie, on est tous poètes. Tous les enfants sont poètes. Tous les enfants dessinent, tous les enfants chantent, tous les enfants dansent. Donc, on commence par être artiste dans la vie et peut-être poète, et puis on perd cette poésie, mais on peut la retrouver. Et dans cet album Au fond du cœur, il y a également des poèmes en chansons, dont celui-ci. On se reverra dans l'invisible. On touchera à l'inaccessible. Aspiré par les hurlements Quelle belle de interview, nos vies échouées. Sur le pont de l'indivisible. C'est presque l'avenir, ça. Être pour toi. vous. Être moi. Ben, j'espère. C'est vrai que là, j'envisage les printemps des poètes. Alors, peut-être pour ce printemps, c'est un petit peu court, mais à l'automne prochain, de faire un showcase et puis d'engager des choses. Peut-être l'été prochain, je serai certainement avec Mathieu Vincenot et qui organise la poésie en liberté, le concours pour les jeunes poètes de France, etc. Et voilà, il y a des opportunités qui s'ouvrent au-delà de ma carrière de chanteuse pour enfants, pour laquelle je suis toujours sur scène d'ailleurs, voilà, parce que ça fait partie aussi de mon parcours. Et puis la magie de la poésie n'est pas si loin du monde des enfants, même si elle a une autre étoffe et voilà, une autre profondeur évidemment, mais... C'est-à-dire, Au fond du cœur, c'est le point de départ d'autre chose pour vous, Jenny, pour Douska Esposito. Oui, j'espère. Et je pense Merci, en que tout cas, votre père doit être fier de vous en vous écoutant. Ben, merci beaucoup. En tout cas, Roland Romanelli m'a fait cet honneur dans cet album de me rejoindre, puisque j'avais fait un très joli... j'étais contente de mon album, que je trouvais très joli. Enfin, je m'auto-congratule, mais je le trouvais très bien, pas parce que c'est tout mon travail, c'est parce que aussi j'ai eu la chance d'avoir un grand arrangeur comme Angelo Zurzolo, qui est un arrangeur de renom, qui a arrangé des albums d'Yves Duteil, de Enzo Enzo et d'autres grands artistes. Et puis, à la fin de cette aventure, j'ai aussi eu... l'honneur d'être accompagné par Roland Romanelli, qui était quand même Monsieur Barbara et le compositeur de la chanson Vienne et d'autres grandes choses, puisque c'est un grand arrangeur aussi, qui m'a arrangé la chanson Gianni, et puis qui m'a accompagné et qui m'a fait une impro de fou sur Plus haut que les étoiles. J'ai dit on répète, Roland il me dit ah non on répète pas une improvisation. Et c'est comme ça que c'est né. Alors, et c'est comme ça que c'est né. Au fond du cœur, c'est l'album. Vita Poetica au lys bleu, c'est les poésies. Merci. Et puis l'avenir, vous reviendrez en parler dans les clés d'une vie quand vous voulez. Merci Jacques. Merci. Merci Douska Esposito. À bientôt. Les clés d'une vie, c'est terminé beaucoup. pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Merci. Restez fidèles à Merci. l'écoute de Sud Radio. Merci à vous.